pronostic, une boucherie. Et toi, la femme. J'adore. Il y a vraiment des passages iconiques là-dedans. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à vous les Maniaco Lovers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter évidemment les nouveaux steelbooks de Rocky 3 et Rocky 4. Je n'ai pas pris les Rocky 1, Rocky 2 qui sont sortis également. Je voulais vraiment me focaliser sur ces deux-là. Ça c'est mes deux préférés, ce sont mes deux préférés. Évidemment, car liés à mon enfance, au film vraiment très actionneur, plus que le drame, qui est plutôt dans le Rocky 1 et Rocky 2. Alors évidemment, avec le temps, on change d'avis, hein, on préfère les premiers Rocky, mais voilà, ceux-là sont quand même vachement attachants à mes yeux. Donc on commence avec le Rocky 3, dans un petit steelbook ici assez neutre, hein. Ils ont joué vraiment sur le côté noir et blanc et le côté rouge qui ressort avec les gants de boxe. On va voir ça ensemble. Donc le petit ici, le petit feuillet, toujours attaché avec de la colle. J'ai remarqué également que le papier est beaucoup plus fin qu'avant. Donc faites attention quand vous décollez. Quand vous décollez, le papier c'est vraiment papier machine quasi. Hein. C'est plus très cartonné. Vous voyez comme ça vole. Hein. Donc quand ils mettent les petits morceaux de colle, faites attention en enlevant pour pas le déchirer. Alors ici donc, moi je suis en Belgique. C'est une version avec le texte également en néerlandais. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas ici c'est en français et en néerlandais. Alors pour Rocky 3, j'ai déjà regardé un peu le master. Évidemment, on passe au-dessus par rapport à un Blu-ray. Le grain est quand même un peu présent. Maintenant, moi, ça ne me gêne pas. Mais je tenais quand même à vous le signaler. Alors, la sérigraphie du disque. Bon, Rocky 3 en noir, très sobre. Et on a le Blu-ray ici. Voilà, comme ceci. Alors, l'image d'intérieur nous présente Rocky en faisant un peu d'entraînement. Bon, ça passe. Et alors ici, le recto verso avec une image de Mickey, son fidèle entraîneur. Les petites inscriptions ici en bas, bon, qui ne gênent en rien. Et alors la tranche, très sobre également. On remet les petits disques. Donc le master est bon, la qualité est bien, et ça fait énormément plaisir de revoir Clubber Lang, en français évidemment. Votre pronostic, une boucherie. Et toi la femme. Il y a vraiment des passages iconiques là-dedans. C'est pour ça que ça reste un de mes préférés. Voilà pour Rocky 3. On passe tout de suite à Rocky 4. C'est vraiment, je pense, ça qui va vous intéresser, car il y a évidemment la version Director's Cut que Stallone a sortie l'année passée, qui s'appelle donc Rocky 4, Rocky versus Drago, que je n'ai pas encore vu, mais j'ai déjà regardé quelques extraits. Il y a vraiment des passages en plus et des passages en moins. Évidemment, les passages en plus, notamment la, la discussion entre Apollo et Rocky qui s'éternise un peu dans le jardin. Donc ça, j'ai découvert aussi qu'il y a des plans quand même qu'on découvre. Donc on découvre le jardin de Rocky. Il y a toujours évidemment les scènes fortes comme quand il est en voiture avec la musique vraiment motivante. No Easy Way Out, je crois que ça s'appelle. Alors encore ici, regardez, pour enlever la colle, faites attention, hein, le papier est encore très très fin. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai hâte de regarder ce Director's Cut. A noter que ce Director's Cut est en vrai 4K, j'ai envie de dire, et que le Rocky 4, qu'on connaît tous, qui est sorti en salle, est en 4K, mais vraiment du grain très prononcé. Hein. Ça m'a quand même un peu perturbé. Évidemment, j'ai regardé quelques extraits. Ouais, le grain est très fort. Mais bon, la qualité est quand même bonne, hein, mais c'est un peu gênant. Faut s'habituer. Voilà, comme ça vous savez. Bon, la sérigraphie, vous avez vu. Donc Rocky 4 en noir, et alors le Blu-ray comme ceci. L'intérieur, on voit évidemment la confrontation. Je pense qu'il est sur un tabouret. Il faudrait voir le making-of, mais je pense pas qu'il est aussi grand par rapport à Rocky, le Dolph Lundgren en vrai. Je pense qu'ils ont voulu vraiment montrer la différence de taille, mais dans la réalité, ça ne doit pas être comme ça. Je pense pas que Dolph Lundgren est aussi grand par rapport à Stallone. Pareil que Rocky 3, on a ici une image noir et blanc sur le verso avec les petits crédits. Vous remarquerez qu'il y a un petit côté glossy.
la face avant. La tranche, pareil, Rocky 4 en lettres rouges. Donc, des petits steelbooks intéressants. Intéressant surtout pour Rocky 4, j'ai envie pour découvrir cette version Director's Cut. J'avais une édition Blu-ray qui faisait le job. Hein. Maintenant, voilà, ici avec ces steelbooks caca, on rentre quand même dans du très lourd. Je vais sûrement reprendre les premiers, mais pas tout de suite. Voilà, je voulais vraiment prendre ces deux-là, mes deux préférés. Voilà pour Rocky 3 et Rocky 4. Donc les deux dans la tranche. Et voilà. On continue avec évidemment un de mes films de chevet qui s'appelle donc L'Arme Fatale, Lethal Weapon en anglais, avec un jeu de set de photos, un jeu de photos ici d'exploitation. Donc j'adore ce genre de choses que j'encadre pour décorer le bureau. Donc on est dans un format 13-17 ou 13-18 dans le genre. C'est du format un peu moins qu'A4. Et voilà, donc ici on a Martin Riggs et Roger Murtaugh. Je vais vous montrer tout ça en live. Les deux ici. Bien sympathique. J'hésite encore laquelle je vais recadrer. Évidemment une scène d'action. Avec Mel Gibson qui fait encore le foufou. Et alors une dernière ici de Mel Gibson. Voilà pour un jeu de... J'ai 4-5 photos. Bon, j'ai 4 photos, voilà, de scènes sympathiques avec ici une scène de présentation, des scènes dans le film en live. Voilà, ça faut pas plus pour suffire à mon bonheur pour ce film-là. Et donc Lethal Weapon, L'Arme Fatale. On espère évidemment un L'Arme Fatale 5, dirigé par Mel Gibson, qui tarde un peu à se confirmer. Nous en saurons plus, j'espère, très bientôt. Pour rester dans le thème de L'Arme Fatale 3, j'ai déniché cette petite VHS d'époque, nous présentant donc le film, la jaquette évidemment qu'on connaît tous avec Léo Gates qui vient un peu s'incruster derrière nos deux héros. Voilà, une cassette Warner Home Video qui somme toute bien classique, qui fait le job de 92 donc. Voilà pour cet objet collector qui vaut pas très cher en général, hein. On trouve ça à 1 euro. 2 euros max. Il faut regarder un peu Vinted et certains vide-greniers. Ça fait toujours bien, je trouve, dans une vitrine ou dans un espace de collection, de garnir un peu ces étagères avec des VHS. Surtout des films qu'on adore, quoi. Voilà pour donc la VHS de L'Arme Fatale 3. Et on reste sur Mel, évidemment. Mel Gibson, hein, qu'on adore tous. Ici, avec un magazine de première qui date de juillet 87. Alors en juillet 87, il y a eu quand même des grands films, hein, notamment ici Le Flic de Beverly Hills 2 et Le Secret de mon succès. Et on parle de L'Arme Fatale, et j'adore ce genre de magazine pour découvrir un peu les critiques de l'époque, avec évidemment Le Flic de Beverly Hills 2 également. Donc on a énormément de critiques, et déjà ils encensaient L'Arme Fatale. Donc ça voilà, Première était quand même partisan de ce film-là. Il avait mis d'ailleurs en première page. Par contre, regardez un peu ici, la critique de Predator est quand même assez négative. Pour vous dire, voilà, Predator est un navet interminable et sanguinolent qui s'embourbe dans des effets spéciaux confinants à l'amateurisme et que rien ne sauve du grotesque le plus total. 30 ans après, je serais bien curieux de savoir un peu leur état d'esprit quand ils voient cette critique par rapport au statut de film culte qui est devenu Predator, et toutes les suites, tout ce que ce film a amené dans le cinéma d'action. Vous voyez un peu, ça c'est toujours intéressant, voilà, de découvrir des critiques de films de l'époque. Le flic de Beverly Hills 2 est plutôt positive. La critique, voilà, un vrai divertissement. La tradition de Bellegarde, Brigitte Nielsen comme on les aime. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va parler d'autres films. Ouais, voilà, vous voyez un peu le style de critique. Bon, la mise en page est quand même assez mauvaise. On est en 87 évidemment. On n'a pas encore les étoiles, une note sur 5, mais on a quand même ce qu'il faut. Alors là voilà, L'Arme Fatale, polar très réussi. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il y a quand même des petites critiques négatives. Qui dit que le Richard Donner n'a pourtant pas su donner à L'Arme Fatale la férocité carnassière d'un police fédéral à Los Angeles.
Il parle de l'intrigue un peu embrouillée. L'intérêt du film, c'est bien évidemment Mel Gibson, beau, mince, cheveux plus longs, sobre comme toujours. Il forme un tandem très convaincant. Bon, quand même, dans l'ensemble, on est au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce genre de petit magazine? Voilà, on parle un peu de l'actu. Regardez un peu. On parle de Tony Scott, le regretté réalisateur qui est maintenant décédé. Son travail sur le flic de Beverly Hills, avec des belles photos d'époque. Vous voyez un peu Axel Foley avec sa belle veste des Detroit Lions. Les keufs avec Josiane Balasco. Voilà, ce type de magazine est quand même vachement intéressant pour regarder un peu, même 40 ans presque après, ce qui est devenu un peu les critiques de cinéma. Et évidemment, les box-office, et quand on voit les box-office, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quand même que c'était une super belle époque. Crocodile Dundee, Platoon, Le Flic de Beverly Hills 2, L'Arme Fatale, Le Secret de mon succès, Une chance pas croyable, connais pas. The Untouchable, évidemment, Les Incorruptibles, Freddy 3, Predator, Les Sorcières d'Eastwick. Ça, c'était le box-office, c'est ce qu'il y avait dans les salles. Hein. Donc on était dans les salles, on était devant les affiches et on se demandait, tiens, qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je vais aller voir comme séance? Aujourd'hui, je pense qu'on sélectionne vraiment bien en amont et on va quelques fois au cinéma par an, hein, vraiment pour des films qui en valent la peine. Mais à l'époque, on était quand même bien lotis. Avec les petites fiches évidemment, notamment ici, L'Arme Fatale. Des petites fiches comme ici, j'en ai quelques-unes sur mon bureau que je vais vite vous montrer. J'avais découpé ça dans d'autres magazines, Robocop, Over the Top, Dirty Dancing, La Mouche et Predator qu'on vient de parler. Et voilà, donc pour ce premier magazine, première, qui date de 87. Donc ça, je trouve en général soit sur Vinted, soit dans des magasins d'occasion. Et c'est pas très cher non plus. On continue avec un autre magazine première qui arrive un peu plus tard. Celui-là, on voit vraiment le style différent de Mel Gibson. Hein. On est en août 92. Et évidemment, ici, on parle des héros qu'on adore, des hommes d'action. Mel Gibson, Stallone, Van Damme, Harrison Ford, Tom Cruise, pour ne citer que les plus connus. Évidemment, ici, on va parler de Mel Gibson dans son rôle dans L'Arme Fatale. On parle de Danny DeVito. Danny DeVito qu'on adore aussi, hein, dans des rôles très iconiques, notamment dans Jumeaux. Réalisateur aussi dans La Guerre des Roses avec Kathleen Turner et Michael Douglas. Regardez un peu ça, ce qu'il y avait à l'affiche. Il y avait L'Arme Fatale 3, Batman le défi. Ici, vraiment explosif, efficacité. Donc, L'Arme Fatale 3 en sens et à l'époque. Batman le défi était un peu plus mitigé, je me souviens. Ouais. Batman le défi est un film inconfortable, trop long, trop noir, pas assez manichéen, trop. On a constamment l'impression d'être assis entre deux strapontins, d'être partagé entre l'admiration et la lassitude. Je suis pas tout à fait d'accord. C'était plutôt très divertissant, très efficace. J'ai ici deux films que j'ai évidemment adorés. Universal Soldier, qui est très bien critiqué. C'est justement cette course en avant, cette vitalité de survie qui rend ce film magnifique. Voilà ce qu'ils disent. Hein. Voilà ce que Première dit en 92 par rapport à ce film Universal Soldier. Le Cobaye, moi j'ai un très bon souvenir de ce film-là, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Bon, évidemment, il y a le charme des effets spéciaux qui sont un peu datés. Mais l'histoire est quand même bien intéressante avec évidemment ce qui se passe actuellement, l'intelligence artificielle, les machines qui prennent un peu le contrôle. Donc ils disent que c'est une curiosité qui propulse le spectateur en plein dans les technologies du futur. Voilà, on est en plein dedans. La petite arnaqueuse, voilà, ça c'est vraiment sympa de découvrir un peu les dessous de films qu'on adore. Avec L'Arme Fatale 3 évidemment ici. Ah, regardez un peu. On a Dolph et Van Damme. Ici, en pleine confrontation. Van Damme était quand même au début de sa grande carrière, qui n'a pas duré longtemps, qui est plutôt, je dirais, entre 90 et 94, où il était vraiment au sommet. Hein. C'était M-Cop qui était vraiment son plus haut. Après, bon, ça a commencé à dégringoler. Évidemment, Cliffhanger, où on parle de la résurrection de Stallone. C'était un peu le rôle, ça passe ou ça casse. Hein. Il était en pente dans sa carrière. René Russo, Michel Pfeiffer, regardez un peu ça, toutes les belles photos qu'on a ici dans ce magazine-là. Le box-office, alors on avait quoi? On avait Wayne's World, L'Arme Fatale 3, Basic Instinct, Fried Green Tomatoes, ça je vois pas ce que c'est. Les Blancs ne savent pas sauter, Mon cousin Vinny, Beethoven, Alien 3, Sister Act, Horizon Lointain, voilà ce qu'on avait au Cinoche, les gars. Voilà, donc ça c'est le petit blabla habituel sur l'actu livre musique de l'époque. Regardez un peu les belles télés qu'on avait.
petits écrans pour le petit écran. Ouais. Et donc voilà pour ce premier qui date de 92. À côté de ça, évidemment, j'ai une petite passion pour les jeux vidéo, avec évidemment cette sortie de Mario qui me donne bien envie d'aller le voir. Et j'ai ressorti évidemment la Super Nintendo avec les jeux mythiques. Et en magasin, j'ai trouvé ce petit porte-clés qui a coûté 3 €, qui représente la manette de la Super Nintendo. Alors on va l'ouvrir ensemble. Ça, c'est acheté dans un supermarché ici en Belgique qui s'appelle le Cora. Je ne sais pas si ça existe en France, le Cora. Donc c'est une chaîne de magasins où il y a évidemment des rayons multimédia et notamment, voilà, des petits goodies sympas sur les films, sur les séries et sur les jeux vidéo. Regardez comme elle est bien foutue cette manette. Elle est vraiment belle. Ça va très bien aller sur le porte-clés. Voilà pour cette manette porte-clés Super Nintendo. Alors enfin en Belgique, ils ont sorti Fast and Furious, les collections Altaïa. Avec la première voiture, vous connaissez ces collections Altaïa, ils vont faire toutes les voitures de la gamme Fast and Furious en modèle réduit, en échelle 1,43, voilà je lis en même temps le petit livret, 1,43, et ce premier numéro a coûté, je crois, 2,99. 2,99 pour avoir une très très belle voiture, échelle 1,43, évidemment la Dodge Charger de Dominique Toretto. Alors ça, j'ai pas longtemps hésité. Je crois qu'en France, la collection est déjà finie, mais en Belgique, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. En magasin, actuellement, ça doit être la 2, 3, 4. Mais bon, je ne vais pas en acheter d'autres. Moi, je voulais vraiment la première, qui représente vraiment pour moi Fast and Furious. La voiture mythique de Dominique Toretto. Maintenant, les autres, tout ce qui est fluo, tout. Bon. En plus, elles sont à 8 €, je crois. À 2,99, peut-être toutes les voitures, je les avais prises, mais ça ne vaut pas la peine. En plus, on est bien loti avec une petite boîte qui représente donc la Dodge. Voilà, boîte qui fait vraiment bien son effet. Pour exposer, ça pourrait être bien sympa à côté de la collection Fast and Furious en 4K. C'est accompagné évidemment d'une petite brochure. Donc ici, on présente évidemment la collection qui va arriver. On explique la voiture, la Dodge. Voilà, on explique la Dodge, tout simplement, qui date de 1970, qui était customisée. On parle évidemment de la saga Fast and Furious, des frères Dodge, ceux qui ont inventé cette voiture. Et puis voilà, une petite photo de Dominique Toretto. Voilà, ça fait vraiment le job. Pour 2,99, ne passez pas à côté si vous avez l'occasion. Je vois que ça se revend sur Vinted, ce genre de choses à 10 € déjà, si vous l'avez loupé. Voilà pour Fast and Furious, le numéro 1 de la collection Altaïa, la voiture Dodge. Ah, on continue évidemment avec nos souvenirs d'enfance, avec l'Indiana Jones. Indiana Jones, ici le premier, les aventuriers de l'Arche perdue. En faisant une des premières brocantes de la saison, j'ai découvert dans un bac à BD ceci, qui coûtait 1 €. Donc voilà, c'est une BD du film. Regardez un peu comme c'est joli. C'est super sympa, qui coûtait 1 €. Donc c'est en français, c'est une BD qui date vraiment des années 1980. Je crois que c'est 84, hein, le premier épisode. Et c'est quand même sympa. On voit bien on reconnaît quand même bien Harrison Ford ici. Peut-être pas un peu moins là. Regardez un peu les petits meurtres. Les trucs bien gore que nous propose ce film-là. Les passages obligés, évidemment, avec la grande boule. Comme ça, vous avez un rendu des BD qui se faisaient à l'époque en 1980. Donc voilà, toute l'histoire du film ici, en bande dessinée. Raiders, les aventuriers de l'Arche perdue, avec évidemment les notes. Et donc c'est de 81. C'est de 81. Et voilà, je suis ravi d'avoir trouvé ça. Petite BD sympathique, qui date donc des années. Ils le mettent ici, 81. Ouais, c'est bien 81 cette bande dessinée. Assez dingue de trouver ça à 1 € dans une boîte, quoi. Mais bon, on va pas gâcher notre plaisir, on est bien ravis de trouver ce genre d'objet, Raiders. Et on continue évidemment dans le Indiana Jones. Je vous parlais de première, mais évidemment il y a d'autres magazines de l'époque qui s'appellent notamment L'écran fantastique, qui date ici de février 89. Ce magazine-là parle d'Indiana Jones 3. Et ce qui m'a vraiment plu et donné envie de l'acheter, c'est évidemment cette illustration faite par Gilbert Melki, grand peintre, illustrateur d'affiches de cinéma. Et ici, il nous a illustré Harrison Ford, vraiment
incroyable. C'est ce côté goutte, brillance, luminosité qui fait sa patte à la Gilbert Méki. C'est vraiment magnifique. Alors, ce livre, ça parle évidemment de cinéma plutôt gore, plutôt fantastique. Indiana Jones en fait partie, hein, avec ce Sean Connery qui joue son papa. Les autres films faux semblants, ça j'ai pas du tout accroché, c'est de Cronenberg, pas du tout accroché. Futur immédiat, j'ai pas vu. Voilà, ça parle un peu des films de l'époque. Ça parle de flics ou zombies. Ici. Et alors, ça parle de Karate Tiger, le tigre rouge, un des premiers films de Jean-Claude Van Damme. Et donc ici, c'était dans l'actu VHS. Donc il venait de sortir en VHS. La critique est mitigée. Bon, faut pas se le cacher, ce film, c'est quand même pas le meilleur de Jean-Claude Van Damme. Mais personnellement, c'est un plaisir coupable. C'est un très très bon souvenir d'enfance, avec cette VF assez marrante, qu'on ne pourrait plus voir ni entendre aujourd'hui avec ces punchlines un peu racistes. Mais voilà, ce film-là a des combats pour moi vraiment bons, surtout les derniers combats. Jean-Claude est au sommet de sa forme, et notamment aussi ce premier combat contre le papa, où il est en costume blanc et il met vraiment son empreinte de charisme dans cette scène-là. Alors ici, qu'est-ce qu'ils en disent? Bon, évidemment, ils parlent que le scénario, la mise en scène ne suivent pas, le récit se perd dans de peu intéressantes considérations, blablabla. Et on parle quand même de Jean-Claude, c'est le combat final qui vaut le coup d'œil. Voilà, coup de poing, coup de pied et acrobatie réjouiront les aficionados de chorégraphie brutale. Jean-Claude Van Damme n'apparaît hélas qu'une dizaine de minutes, ce qui ne justifie pas l'affiche mensongère du film. Effectivement, dans l'affiche, on est vraiment... moi, je me souviens quand je l'ai acheté en VHS, j'avais vu d'abord Bloodsport, puis j'ai voulu évidemment découvrir les autres films. Je l'avais trouvé en VHS et on s'était dit vraiment que c'était lui la star. Jamais on aurait déjà pensé qu'il jouerait un méchant. Et on avait été bien surpris. Bon. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Mieux vaut le retrouver dans l'arme absolue. Alors il parle voilà, que l'arme absolue est mieux. Moi je suis pas du tout convaincu. Je trouve que l'arme absolue c'est un de ses pires. Qu'est-ce qu'il raconte encore? De plus il faudra supporter une post-synchronisation affligeante d'une qualité plus que médiocre. Bon, ça c'est plus côté technique. Voilà, donc en l'occurrence ici il parle vraiment des beaux combats et que le reste c'est acheté. Bon c'est vrai qu'objectivement ils n'ont peut-être pas tort. De quoi il parle ici encore? D'autres actus VHS, de films qui vont arriver, l'écran fantastique. Hein. Bon, ici, on parle de films vraiment très, très... enfin, pas connus, quoi. C'est plutôt dans une niche. Du coup, voilà. Pour ce petit magazine qui s'appelle L'écran fantastique et qui date de 89, qui nous présente Indiana Jones 3. Et c'est ici que se termine cette vidéo d'achat. Je vous retrouve très bientôt, évidemment. Et n'hésitez pas, entre-temps, à partager, commenter, donnez-moi un peu vos avis. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.